Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Parlons vrai sur Sud Radio, 9h31. Faut-il instaurer un couvre-feu à 23h pour les mineurs ? La mesure gagne du terrain. Elle a été évoquée par Gabriel Attal la semaine dernière, plébiscitée aujourd'hui par une majorité de Français. Elle a déjà été instaurée par endroits, que ce soit à Cagnes-sur-Mer pour l'été, également du côté de Béziers. Le maire de Béziers, Robert Ménard, souhaiterait l'instaurer à partir d'aujourd'hui. Pour en parler, Denis Jacob, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, également présent avec nous Thomas Sauvadet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes sociologue, spécialiste des bandes de jeunes, enseignant à l'université Paris-Est Créteil, également auteur de Voyoucratie et Travail Social. 67% des Français donc considèrent qu'il faudrait imposer un couvre-feu pour les mineurs à partir de 23h dans toutes les communes du pays. Résultat d'un sondage réalisé ce week-end. Est-ce que ça vous surprend, Thomas Sauvadet, qu'une majorité de Français y soit ainsi favorable ? Non, je pense qu'il y a une demande quand même d'autorité et de répression qui se manifeste assez régulièrement. Donc ça confirme un petit peu les chiffres et les tendances qu'on avait auparavant. Donc pas de surprise. Denis Jacob, également, vous n'êtes pas surpris par cet engouement, pourrait-on dire, des Français pour le couvre-feu ? Malheureusement non, pas de surprise. Vous comprenez bien que tous les jours nous avons des drames, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, et donc forcément la population a besoin de sécurité et surtout a besoin d'être rassurée. Alors après on va peut-être en débattre. Est-ce que le couvre-feu... Est-ce que c'est la solution ? Est-ce que c'est la solution ? Très honnêtement, moi je ne le pense pas. Parce que le couvre-feu c'est une mesure d'exception, qu'on utilise en général plutôt sous un état d'urgence, que ce soit les émeutes ou des attentats de 2015, la période de Covid, des émeutes. Alors, on surfe un peu sur l'actualité, là, au niveau politique. On a des annonces qui sont faites pour la Guadeloupe, dans des circonstances quand même très particulières, où une recrudescence de crimes de la part de jeunes. Donc forcément, on se dit, ça se passe en Guadeloupe, on commence à voir des faits en métropole, pourquoi ne pas l'étendre ? Sauf que généraliser un couvre-feu, je pense que c'est porter atteinte à la liberté de la majorité de nos jeunes, alors qu'on a quand même affaire, fort heureusement, à une minorité d'une jeunesse délinquante. Donc, est-ce qu'il faut le faire de manière chirurgicale, là où il y en a besoin ? Je dirais, pourquoi pas, mais ça réglera pas le problème de fond. Le couvre-feu, on le sait, c'est pour une période donnée, ponctuelle. Donc, de toute façon, une fois qu'on va lever le couvre-feu, les jeunes vont ressortir, les jeunes délinquants, et puis ils vont continuer. Et, je le rappelle aussi, on a des faits qui sont survenus ces dernières semaines qui ne se sont pas passés en soirée, qui se sont passés en journée. Donc, c'est toute la problématique de lutter contre cette délinquance des jeunes. Et les annonces de Gabriel Attal, en fait, ne fait que reprendre ce que nous, policiers, et moi notamment au titre de mon organisation syndicale, avons constaté. Et les propositions qui sont faites, en grande majorité, sont celles que nous préconisons depuis maintenant quelques décennies, puisque cette problématique de la délinquance de la jeunesse violente, ça faut remonter quand même à 2005, quoi. C'est minima. La délinquance juvénile a toujours existé. 2005, oui. C'est pas nouveau. C'est pas pour rien qu'on a eu l'ordonnance de 1945. Mais l'ultra-violence chez les jeunes, ça, c'est un phénomène nouveau qui remonte à une vingtaine d'années. Denis Jacob, voilà pour. On va revenir dans un instant aussi parce qu'il y a plusieurs communes qui l'ont essayé. Je le disais. On va revenir aussi sur le retour d'expérience. Est-ce que ça a marché ou pas ? En attendant, Thomas Sauvadet, solution miracle ou pas ? C'est une fausse bonne idée. C'est une mesure d'affichage politique, surtout, selon vous, cette proposition de couvre-feu pour les mineurs ? Affichage politique, il serait préférable de cibler vraiment l'action. Moi, je travaille dans les quartiers de la politique de la ville. Il y en a 1200 en France métropolitaine. On a, j'estime à peu près au niveau des recensements que j'ai pu faire, à peu près une centaine de jeunes qui sont présents dans la rue, en journée et en soirée. Donc ça représente à peu près 10%. Sur ces Quand on parle de jeunes, des mineurs, des moins de 13 ans Non, jusqu'à 30 ans. C'est là quand même la grande différence par rapport à l'époque des blousons noirs, où ça se terminait entre 18 et 20 ans avec le service militaire, l'entrée à l'usine. Aujourd'hui, on a des vieux jeunes, des vieilles bandes, des réseaux de trafic et des connexions entre les plus jeunes et les plus âgés.
Et on a des enfants aussi, qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans, qui gravitent autour de ces bandes, autour de ces spots de deal et qui s'imprègnent, et qui voient beaucoup de choses. Et on a des adolescents, bien sûr, qui sont le bataillon le plus important de cette vie de rue, de cette culture de rue. Ça fait à peu près une centaine de personnes. Et ce qu'on observe depuis les années 80, donc avec la question du chômage, avec la question du trafic de drogue, donc dans les années 80, il y avait notamment l'héroïne, qui a plus ou moins disparu, qui a été remplacée par le cannabis notamment, et puis par la cocaïne après. On voit que cette jeunesse-là, elle prend une place de plus en plus importante dans ces quartiers pauvres, dans les établissements scolaires, aux alentours des établissements scolaires, dans les clubs sportifs même. Ils développent une culture de rue, notamment qui fait l'apologie du banditisme, de la délinquance. Et ils ont aujourd'hui plein de moyens de communiquer et d'influencer d'autres jeunes, d'autres milieux sociaux. On retrouve parfois leurs codes en milieu rural, dans des villages. On les retrouve parfois dans les beaux quartiers, où on voit des adolescents qui vivent leur crise d'adolescence sous le registre, en fait, des codes de la culture de rue, des bandes des QPV. Donc on a les réseaux sociaux qui sont arrivés. On a aussi une sorte de démocratisation. Ils tournent des clips. Alors ils sortent les cagoules, les fusils à pompe, les pitbulls, et puis ils font 300-400 000 vues sur une chaîne d'internet type YouTube, etc. Donc ils ont plein de moyens de communication aujourd'hui. Ça va des grandes vedettes comme Booba, Caris, etc. aux petites stars locales qui diffusent cette culture de rue. Denis Jacob, c'est intéressant ce que dit à l'instant Thomas Sauvadet, c'est-à-dire que est-ce que l'instauration d'un tel couvre-feu, c'est pas déplacer le problème, puisque finalement sur les réseaux sociaux, on a cette liberté-là de Alors, moi j'ai lu un peu en diagonale vos travaux, Monsieur Sauvadet, et je vous rejoins sur la globalité de votre analyse. Tous les jeunes qui gravitent autour du noyau dur de délinquance, le couvre-feu peut faire un déclic chez les parents qui sont encore attentifs à leurs enfants. Ça, pourquoi pas? Celui qui est vraiment au cœur de la délinquance, les deux jeunes de Grande-Synthe, ils avaient déjà des antécédents, connus de la police, de la justice. Ces gamins-là, couvre-feu ou pas, on les empêchera de rien. C'est trop tard. Oui, pour eux, c'est trop tard. Donc là, il faut d'autres mesures alternatives, dont certaines font partie des annonces de Gabriel Attal, et j'espère que les mesures concrètes seront vite mises en œuvre, mais j'ai un peu de doute sur le timing calendaire au regard de la trêve estivale parlementaire et autres. Après, il y a les réseaux sociaux. Et effectivement, vous avez raison de dire que de toute façon, le couvre-feu ne changera rien à la violence, au moins virtuelle. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un désinhibiteur de la violence, de l'ultra-violence, et qu'aujourd'hui... Il y a des conséquences dans le réel. Et voilà, ce qui vit virtuellement sur les réseaux sociaux, il le transpose aujourd'hui dans la rue. Et il y a un exemple flagrant de l'effet des réseaux sociaux, c'est ce qu'on a connu à l'été 2023 avec les émeutes. On n'avait jamais connu une telle coordination de la violence simultanément dans toutes les villes de France. C'est du jamais vu, c'est vraiment inédit. Donc il y a un vrai sujet sur le contrôle des réseaux sociaux, et ça ne peut pas se faire que par la seule action de la police nationale, des forces de l'ordre. Ça doit se faire avec ceux qui fournissent un accès à ces plateformes. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il commence à y en avoir quelques-uns, mais ils ont une responsabilité, et leur participation à éviter que ça fasse effet boule de neige sur des mises en scène par des clips, comme vous l'avez dit, Monsieur Sauvadet, eh bien, ils doivent à un moment donné couper ces accès à des jeunes qui n'y viennent que pour diffuser de la violence. C'est-à-dire, dans l'idée, couper l'accès aux plus jeunes, interdire l'accès à ces réseaux sociaux aux plus jeunes, c'est-à-dire ne pas hésiter à supprimer des comptes, carrément. Oui, alors il y a cela, mais je vais revenir à quelque chose que je porte depuis très très longtemps, c'est la responsabilité de l'autorité parentale. Enfin, les gamins, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux comme par enchantement. Ils ont bien des appareils qui leur permettent d'y aller, des téléphones portables, des téléphones, voire des ordinateurs à la maison. La responsabilité des parents, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à ces contenus, et il existe suffisamment de blocages sur ces réseaux-là, de filtres, pour éviter que des gamins de 10, 11, 12 ans
au moins, n'aillent sur cette plateforme-là pour voir, parce qu'il n'y a pas que ceux qui diffusent, il y a ceux qui subissent. Et souvent, ça formate l'esprit de ces jeunes qui voient de la violence sur ces réseaux-là, qui prennent ça comme de la réalité et qui vont dire pourquoi je ferais pas ça dans la vraie vie. Et donc, on a ce flot, cette augmentation de délinquance des mineurs, où on a des primo-délinquants qui, parce qu'ils ont vu des choses sur les réseaux sociaux, vont le transposer dans la vraie vie. Thomas Sauvadet, sur la question de l'instauration de ces couvre-feux, c'est une façon de ne pas parler du problème de fond, de cette responsabilité parentale? Oui, il y a aussi le fait de... C'est un sujet plus complexe, j'imagine, que juste d'instaurer un couvre-feu, quoi. Oui, mais il s'est abordé quand même sur la question des parents. C'est un peu une ancienne aussi de la communication politique sur le sujet. C'est vrai que c'est tout à fait important, notamment pour ceux qui gravitent autour, comme vous le disiez. Après, pour ceux qui sont au cœur, en général, les parents, soit ils sont dedans, soit ils sont dépassés, ou ils ont lâché. Après, ce dont on parle peut-être pas à travers ça, c'est des quartiers populaires qui basculent en fait dans un ordre différent. Intégralement, oui. Voilà, donc on a aujourd'hui des quartiers pauvres, parce que c'est pas tous les quartiers populaires. La loi du trafic de drogue, la loi de l'islam radical aussi par endroits. Oui, exactement. Et donc on a des quartiers qui basculent et on a des adolescents qui grandissent dans un milieu toxique, avec des influences criminelles, des trafiquants internationaux, etc. Et souvent on sépare tout ça, c'est-à-dire qu'on va parler du petit règlement de compte à la sortie du lycée, de la bagarre de bande, de l'émeute, du règlement de compte de trafic de stupes, comme des actualités séparées. En fait, tout ça c'est un écosystème et ça s'alimente en fait mutuellement. On a des groupes. On l'a vu que pour les adolescents qui ont attaqué les jeunes, qui ont attaqué le commissariat de la Courneuve, ils étaient une quarantaine, une cinquantaine. C'est ceux-là qu'on va retrouver aussi dans les bagarres de bande, dans les émeutes, dans le trafic de stupes, etc., etc. Donc c'est aussi une façon de ne pas voir une certaine réalité qui est très inquiétante et qui est notamment liée au basculement de quartiers avec des familles, des fratries qui peuvent avoir des affiliés, des amis dans les services municipaux, dans les associations où il y a plus de liberté d'expression. Quand vous faites une réunion publique, vous pouvez plus aborder certains sujets parce que vous avez le beau-frère. Par exemple, la mère de famille désespérée parce que son hall d'immeuble s'est transformé en spot de deal et que ses enfants, tous les jours, quand ils rentrent dans le hall, ils voient, ils entendent, ils respirent la fumée, etc. Elle pleure dans le local des éducateurs de la prévention spécialisée quand tout est bien fermé, mais en réunion publique parce qu'il y a le beau-frère, la mère, la cousine ou le meilleur ami des caïds du quartier. Elle peut pas aborder ce sujet-là. Il n'y a pas de solidarité par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle subit. Donc il n'y a plus de liberté d'expression malheureusement et ça c'est vraiment ce qui est inquiétant, c'est le basculement de ces quartiers-là. Denis Jacob, sur le basculement de ces quartiers, on oublie à travers ces couvre-feux pour les mineurs le fait qu'on a tout un écosystème en fait derrière cela. Mais c'est tout le problème des quartiers difficiles. Alors moi je veux pas stigmatiser les quartiers difficiles, moi j'y ai vécu pendant 10 ans donc je connais très bien les quartiers difficiles. On a depuis maintenant plus de 30 ans une situation où les services publics ont abandonné ces quartiers. Et aujourd'hui, la seule représentation des services publics de l'État, c'est la police. Et en plus, on n'y intervient que dans un cadre d'opérations répressives. Prenons l'exemple actuel, les opérations Place Nette. Elles sont nécessaires, elles sont utiles, mais elles sont ponctuelles, elles sont pas pérennes, elles ne régleront pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est effectivement, éradiquer les noyaux durs de la délinquance, notamment en matière de stupéfiants. 2, pérenniser la présence de la police. Si on la pérennise pas, ça recommencera dans 6 mois. Et puis, tout ce qui va autour en termes de mesures sociales, économiques. Vous en parliez, la politique de la ville, même s'il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites dans certaines villes, il faut pas le nier, mais il y a des endroits où malheureusement ça n'a pas été efficace. Et tant que on aura des quartiers qui sont laissés à la main
de groupes de mafias, de trafiquants en tout genre, et que ce sont eux qui prennent en main des gamins qui sont désœuvrés, déscolarisés, où l'autorité parentale ne s'applique plus, tant qu'on réglera pas cette situation-là, la police à elle seule, je le dis depuis des années, hein, je ne fais que répéter et répéter inlassablement, mais la police toute seule ne réglera pas la problématique que l'on a dans les quartiers difficiles qui est laissée à la main, notamment des trafiquants de drogue. Couvre-feu à 23h pour les mineurs. Est-ce qu'on n'est pas dans de l'affichage politique? On l'aura compris en grande partie. On poursuit le débat dans un instant avec vous, Denis Jacob, avec vous, Thomas Sauvadet, 9h45. D'ailleurs, vous nous appelez si vous voulez poser des questions, réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio Parlons Vrai, 9h10, Benjamin Glaise. 9h48 sur Sud Radio, faut-il instaurer un couvre-feu à 23h pour les mineurs? Fausse bonne idée, on en parle avec nos invités. Je le rappelle, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Avec nous également Thomas Sauvadet, sociologue, enseignant à l'université Paris-Est Créteil et auteur de Voyoucratie et Travail Social. On en parlait à l'instant hors antenne. La question aussi, c'est les moyens humains. Si on veut mettre en place des couvre-feux, est-ce qu'on a les moyens policiers pour mettre en place une telle mesure, Denis Jacob? Oui, mais comme je vous le disais tout de suite hors antenne, la police nationale va être très majoritairement mobilisée dans les semaines à venir sur les Jeux Olympiques. On a beaucoup de policiers qui sont d'ailleurs pour la plupart volontaires d'office pour venir sécuriser ces JO sur la plaque parisienne. Pendant qu'ils seront sur la plaque parisienne, on va déployer les réserves que l'on a dans la police nationale, c'est-à-dire la réserve policière, des policiers qui sont à la retraite, et une réserve citoyenne qui est composée de personnes diverses et variées, mais qui ne sont pas des professionnels de la sécurité, qui ont quelques semaines de formation, mais qui ne seront de toute façon pas des professionnels de la sécurité. Donc ces personnels-là vont assurer une certaine sécurité en province. Est-ce qu'elle est, compétente et formée pour assurer un couvre-feu? J'en suis beaucoup moins sûr, et je pense très honnêtement que une disposition telle que le couvre-feu ne peut être réalisée que sous l'égide de l'opération Sentinelle, je le disais. Donc de l'armée. Alors civilo-militaire, c'est armée, police ou gendarmerie. Tout à fait. C'est un mix. Quoique la gendarmerie, elle a une double casquette militaire et civile pour la sécurité intérieure. Mais je pense que ça ne peut être fait que sous l'égide de l'opération Sentinelle, parce que on va avoir des policiers qui vont être mobilisés sur les JO, et je ne vois pas comment la police seule va pouvoir assurer un dispositif de couvre-feu. Et puis, sur les mesures annexes qui ont été annoncées par Gabriel Attal, moi je crains que ce ne soit pas mis en application là, puisque déjà il va y avoir 8 semaines de concertation, on va arriver en juin. Juin, c'est la trêve parlementaire. Il a parlé de mise en œuvre pour la rentrée scolaire. Je vois pas comment ça va pouvoir être fait. En tous les cas, s'il faut prendre des textes, décrets ou arrêtés, ça me paraît un peu compliqué. Mais sur ce couvre-feu, très honnêtement, la police nationale ne va pas pouvoir assurer, en tous les cas, dans la durée, cette mission. Si c'est pour une semaine, on peut le faire, ça servira à rien. Et si c'est sur la durée, plusieurs mois, seul on ne pourra pas le faire. Thomas Sauvadet, envoyer l'opération Sentinelle pour faire respecter un éventuel couvre-feu, c'est explosif comme décision. Ça serait explosif, quoi. Ça me paraît, oui, en termes d'image, assez catastrophique. Ça serait sûrement aussi très mal vécu par une grande partie des Français, et puis aussi pour les habitants de ces quartiers-là, ça serait aussi un choc. Je pense pas que ça soit faisable. Il y aurait une transformation du regard qu'on porte sur nous-mêmes sur ces quartiers-là. On se demanderait dans quelle société on vit et où on en est arrivé. Donc il y aurait peut-être une partie de l'électorat effectivement qui serait favorable parce que ça serait une décision forte. Après, aussi, ce qui me paraît important, c'est il faut prendre conscience quand même que dans cette minorité de 10% dont je parlais tout à l'heure, il y a une expérience du conflit avec la police. C'est des jeunes qui sont quand même, pour certains d'entre eux, pas tous, mais au moins pour la moitié d'entre eux, habitués à guetter, à surveiller, qui connaissent bien leur quartier.
qui connaissent bien les possibilités de fuite, qui ont participé aux émeutes de l'été dernier, qui sont dans des bagarres et des trafics et des courses-poursuites régulièrement, notamment avec les rodéos dont on a beaucoup parlé avant les émeutes. La police ne peut pas intervenir en sous-effectif, ne peut pas intervenir, voilà, donc il y a besoin de moyens très très importants. Et puis il y a aussi la question du coût humain, c'est-à-dire que si on a en face des adolescents et des jeunes hommes qui vont au contact, à un moment donné, on risque aussi d'avoir des blessés graves. Et donc ça, est-ce que l'opinion est prête à accepter voilà, donc qu'est-ce que feront? Est-ce qu'ils feront comme avec les émeutes de l'été, c'est-à-dire en gros de la contention, on reste à distance, on essaye de contenir, mais on va pas au contact. Et à ce moment-là, ça serait aussi, en termes d'image, pas très... On va poursuivre le débat. Déjà, Jérôme qui nous appelle au standard 0826 300 300 de Perpignan. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Vous entendez le débat, Denis Jacob et Thomas Sauvadet. Vous êtes favorable à un couvre-feu pour les mineurs, c'est ça? Je suis complètement favorable, oui. Je suis complètement favorable parce que là, moi, l'impression du citoyen que je suis, c'est que le gouvernement prend enfin la mesure. Alors après, on peut parler de mesures politiques ou pas, mais en fait, en France, on se plaint toujours. Quand on fait rien, ça va pas. Et là, maintenant, enfin, on a des mesures qui sont exposées. Je pense qu'elles vont être mises en application. Contrairement à M. Sauvadet, moi, je pense que l'usage des militaires est nécessaire parce qu'il parle de situation qui serait explosive, mais la situation, elle est explosive. Donc en face, à mon avis, effectivement, s'il faut faire appel aux militaires pour renforcer les effectifs, qui ça va gêner? Les gens qui n'ont rien à se reprocher, tout ira bien. Et vraiment, je suis pas du tout dans des extrêmes. Mais moi, pour avoir vécu dans mon boulot de pompier professionnel des situations d'émeute où à un moment, le préfet avait dû taper sur la table, avait fait appel aux militaires ou à des renforts extérieurs au département de police ou de gendarmerie, l'ordre est revenu parce qu'on a mis en face les moyens. Et pour revenir sur le couvre-feu, écoutez, le gamin qui a après 23 heures, qu'est-ce qu'il a à faire dehors, ce gamin? Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Voilà. Donc, Jérôme, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour réagir justement à ce débat. Thomas Sauvadet, vous l'avez entendu à l'instant, Jérôme, qui est favorable, justement, à envoyer l'armée. La situation est déjà explosive. Vous l'entendez, vous le comprenez, cet argument? Oui, je le comprends. Après, je pourrais retourner la question en disant est-ce que Jérôme est prêt à ce qu'il y ait des blessés graves? Parce que c'est ce qui se passera. Donc, faut savoir que s'il y a une occupation de ces espaces-là face à une partie de la jeunesse qui est le titre de ma thèse, c'était le capital guerrier, c'est-à-dire qu'ils déposent pas plainte, ils vont pas au commissariat déposer plainte quand ils sont volés, quand ils sont agressés, ils développent des capacités d'autodéfense, ils développent un certain machisme qui va avec, et ils sont prêts à des fois à risquer même leur vie pour certains d'entre eux en tout cas. Ils sont prêts à aller très très loin. Donc, est-ce que il faut quand même s'imaginer que derrière il y aura des blessés. Denis Jacob. Je pense que vouloir mettre un couvre-feu sur l'ensemble du territoire national, moi je le dis, je l'assume. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Maintenant, c'est pas forcément ce qui est proposé, Gabriel Attal. Je pense qu'il faut rester au niveau local et qu'il faut donner cette possibilité-là au premier magistrat et à la première autorité de sécurité qu'est le maire. Je pense que c'est à lui de décider, en fonction du ressenti sur sa commune, des événements qui peuvent se produire, de mettre ou pas ce couvre-feu. Mais je me répète, de toute façon, qu'on le mette 1 semaine, 1 mois, 6 mois, on ne règle pas le problème de fond. Et là, on arrive dans un contexte particulier. Les Jeux Olympiques, est-ce qu'il faudra ou pas un couvre-feu pendant les Jeux Olympiques? Denis Jacob. Ça, tout dépendra. Alors, vous savez qu'on est déjà dans une jauge très haute en termes d'attentats. Vigipirate a été rehaussé à son maximum. Oui. Donc peut-être que s'il y a des signaux
de nouveaux signaux qui alertent sur une question de sécurité de l'État, oui, peut-être qu'il faudra l'instaurer. Mais ça va être très compliqué une fois de plus, surtout en Île-de-France, avec les milliers, voire les millions de personnes qui vont venir en France pour participer aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, c'est pas uniquement les épreuves sportives. C'est aussi le soir, la visite de la ville, les sorties, l'amusement. Donc ça risque d'être très compliqué à mettre en œuvre. Et puis, Thomas Sauvadet le disait à votre interrogation, on est aussi dans une période électorale qui est quand même très compliqué au niveau des questions de sécurité. Et forcément, je ne veux pas dire qu'on souffle un peu sur les braises, mais c'est un peu la course à l'échalote sur le sujet, quoi. Denis Jacob, je rappelle, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, Thomas Sauvadet, sociologue et enseignant à l'université Paris-Est Créteil, auteur de Voyoucratie et Travail social. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet, de cette question du couvre-feu pour les mineurs. 9h57 sur Sud Radio. Dans un instant, Sud Radio Média avec Valérie Expert et Gilles Gonzman qui reçoivent Jordan Deluxe. Très bonne journée avec Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.